Bonjour tout le monde, je m'appelle Martin Boisclair, je suis coordonnateur artistique du CUB, Centre international de recherche et de création en théâtre pour l'enfance et la jeunesse. Je vous souhaite la bienvenue à ce panel de discussion sur l'intégration des langages numériques à la scène. Il s'agit de notre troisième panel de discussion et notre quatrième journée d'activité quand même, hein. On achève tranquillement cette semaine sur la création jeune public et le numérique dans le cadre de la résidence virtuelle de la compagnie Les Incomplètes, que je salue. Bonjour Audrey, bonjour Laurence. Et si vous avez raté la conférence de lundi et les autres panels de discussion, ils sont disponibles en rattrapage dans la section traces du site Internet du CUB, cubmontréal.com. Alors, pour débuter la rencontre d'aujourd'hui, j'aimerais inviter chaque personne présente à réfléchir sur le territoire où elle vit et travaille, sur la vie et l'histoire des Autochtones qui nous entourent et sur le travail qui nous attend pour réparer nos relations avec les peuples autochtones. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans une reconnaissance territoriale qui va comme suit. Nous reconnaissons et remercions les premiers gardiens de ces terres, les peuples autochtones qui sont ici depuis des millénaires. Le CUB, Centre international de recherche et de création en théâtre pour l'enfance et la jeunesse, est situé sur des terres non cédées qui sont historiquement connues comme un lieu de rassemblement pour diverses Premières Nations. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons et apprécions profondément les liens historiques et continus des Autochtones avec ces terres et ces eaux, ainsi que leur présence sur celles-ci. Alors, l'activité d'aujourd'hui est proposée dans le cadre de la résidence virtuelle de la compagnie Les Incomplètes qui voulait créer un nouvel espace d'échange faisant écho aux tables rondes sur l'enfance, l'art et le web qui avait lieu en février dernier dans le cadre du mois multi. La résidence virtuelle offerte par le CUB permet aux incomplètes de nourrir leurs propres réflexions en contact des autres créateurs jeunes publics, de prendre un certain recul sur leur projet de création et d'en interroger le sens et l'impact. Vous pourrez d'ailleurs suivre leurs réflexions dans la section traces du site Internet. C'est très foisonnant, encore une fois, sur cette section où est-ce qu'on a créé un objet spécifique aux incomplètes et à cette semaine où elles remplissent un carnet de bord incroyable à chaque jour. Alors, je vous invite à aller voir ça. Le panel de discussion d'aujourd'hui sera animé par Benoît Vermeulen, à qui je cède la parole. À toi, Benoît. Merci, Martin. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas trop où regarder, c'est drôle. Ah, voilà, OK. Merci beaucoup. Merci aux incomplètes. Merci Audrey. Merci Laurence. Je suis très, très, très content d'être ici et d'animer surtout ce panel sur l'intégration des langages numériques à la scène. C'est un sujet que je trouve vraiment très, très fascinant. C'est un nouveau mariage, en fait, de technique et d'art scénique qui est vraiment riche pour ouvrir de nouvelles possibilités esthétiques, pour ouvrir de nouvelles voies formelles, pour aussi travailler sur de nouvelles relations entre le public et l'œuvre. Et donc, j'ai l'impression en plus qu'étant donné que les outils numériques sont encore en début d'invention, qu'on est aussi au tout début de toutes ces possibilités-là qui vont permettre au théâtre et aux arts vivants de prendre de nouvelles voies. D'ailleurs, il y a tellement de possibilités et je suis content parce que les trois panélistes qu'on reçoit aujourd'hui ont expérimenté à leur façon, ont des parcours très différents et expérimenté des manières très, très originales et différentes d'utiliser les langages numériques dans l'art vivant. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Mais je tiens à le dire pour ceux, je sais qu'il y a plusieurs personnes, je vois dans ceux qui sont ici parmi nous qui étaient qui ont déjà participé à d'autres panels cette semaine, mais on veut vraiment faire ça comme de façon très, très conviviale. Moi, j'ai déjà dit à nos trois panélistes qui peuvent intervenir pendant pendant que quelqu'un est en train de parler pour poser des questions pour aller plus loin sur le sujet abordé, mais aussi, j'invite aussi les spectateurs sur cette plateforme à intervenir quand ils veulent. Donc, je vais commencer déjà par vous présenter nos trois panélistes.
Il s'agit d'abord de Laurence Régnier, qui est de la compagnie Fol Espoir, une compagnie qu'on peut encore dire de la relève, et qu'elle a fondée avec, avec Gabriel Côté et Alex Bergeron. Et ils se sont lancés, eux, ils n'ont pas une expérience énorme en art numérique, mais ils se sont lancés dans un projet incroyable et complexe. Donc, c'est une œuvre, Le sexe des pigeons, qui allie, les spectateurs écoutent l'œuvre live dans différents lieux, mais en même temps aussi sur leur téléphone. Donc, en tout cas, je vais laisser de toute façon Laurence l'expliquer un peu mieux que moi, mais on est vraiment dans une expérience d'intégration du numérique de façon qui bouge en plus le rapport au spectateur et à la représentation. Ensuite, nous aurons aussi Jérémy Segal du Youth Theatre. Bonjour Jérémy. Merci d'être là. Bonjour, c'est Véronique Bossé qui devait être là, mais qui a eu un contretemps. Jérémy est co-directeur artistique avec Véronique Bossé depuis 2 ans, depuis 2019. Et je ne sais pas, Jérémy, toi, tu collabores avec la compagnie depuis longtemps aussi avant ou… Oui, j'ai commencé en 2012. Ah oui, c'est ça. Parfait. Originalement comme acteur. OK. Puis c'est très fun qu'on ait le Youth Theatre parce que c'est probablement la compagnie précurseur dans l'utilisation entre dans l'intégration du langage numérique aux arts de la scène. Ils ont plusieurs spectacles déjà réalisés. Et donc, on a un point de vue peut-être un peu plus sur la continuité, sur comment l'art numérique peut même s'intégrer fondamentalement dans une démarche artistique d'une compagnie de théâtre. Bref, merci d'être là. Et après ça, on a aussi William Go, qui est un petit peu notre outsider. Excuse-moi, William, dans le sens qu'il n'est pas directement, il ne fait pas partie directement des arts vivants. Il fait partie de l'équipe de MAP Montréal, qui est une compagnie qui fait du mapping, mais qui, de plus en plus, leurs projets tendent vers un maillage entre l'art vivant et le mapping. Donc, je pense que ça va être très, 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 très profitable pour nous d'entendre son expérience. William est avec la compagnie depuis 5 ans. Un peu comme dans toutes les petites compagnies, il porte à peu près tous les chapeaux, si j'ai bien compris, hein, William, qui est chargé de projet, mais des fois sur le contenu, des fois sur les subs, des fois sur… En tout cas, il connaît à peu près tout de la jeune compagnie qui est en expansion. Voilà, mais merci, bienvenue aussi, William. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, étant donné que j'essaie de vous voir tous en même temps, c'est un peu compliqué. Non, ça, c'est désagréable de se voir soi-même. OK, voilà. J'aimerais ça que vous commenciez par décrire par décrire vos projets ou le projet sur lequel vous travaillez ou l'ensemble de vos projets, juste pour qu'on ait des images un peu plus précises, parce que souvent, quand on intègre le numérique et à l'art vivant, ce n'est pas toujours si simple d'imaginer ce que c'est. Fait que je dirais de façon assez technique, pas technique, mais en tout cas assez concrète sur qu'est-ce que c'est que ces œuvres. Pour ensuite, on abordera peut-être les dimensions artistiques dans le sens de ce que ça amène comme différence artistique ou comme de travailler avec de l'art numérique à la scène et aussi les aspects techniques ensuite. Mais je commencerai avec toi, Laurence, de nous préciser un peu quel est ce projet du sexe des pigeons. Merci. Oui, donc plus au niveau technique, là. Tu ne veux pas nécessairement que j'aimerais ça visualiser qu'est-ce qui va se passer quand je vais aller faire le spectacle. Oui, parfait. Alors, c'est ça, Le sexe des pigeons, c'est vraiment une pièce qui s'adresse vraiment pour les adolescents. Ça, c'est quelque chose de quand même assez important à mentionner. C'est vraiment notre public cible. Puis dans le fond, comment ça se déroule? Comme Benoît, tu l'as bien expliqué, on a voulu un peu questionner le rapport à la représentation théâtrale, puis essayer d'offrir une expérience un peu nouvelle pour les ados.
Donc, est venue l'idée de créer un déambulatoire, donc de changer le rapport spectateur-représentation pour offrir aux ados la plus grande liberté possible. Et rapidement est venu à ça tout ce questionnement-là par rapport à notre dépendance, là, même nous, là, à nos objets cellulaires et tout cette façon-là qu'on a de nourrir cette dépendance-là. Puis, on s'est dit bien naïvement ici, au lieu d'éteindre les cellulaires en rentrant au théâtre, non seulement on leur permettait de les laisser allumer, mais qu'on exploitait ce rapport-là qu'on a dans notre vie quotidienne, qu'on l'amenait un peu dans l'expérience théâtrale. Fait que c'est parti de là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé je vais dire application, mais ce n'est pas vraiment une application là, qu'on download dans Apple Store. C'est plus comme un site Internet bloqué là, sur lequel l'ado se connecte quand il rentre dans l'expérience numérique. Et on a créé un faux réseau social qui s'appelle Le Réseau Social, qui est une espèce de mélange de Facebook, Instagram, mais qui appartient vraiment au spectacle, sur lequel l'ado se connecte et peut naviguer sur l'application, sur le réseau social, comme on peut le faire dans Facebook ou dans Instagram. C'est-à-dire qu'il y a un faux historique, c'est une fausse école secondaire, il y a des faux profils d'adolescents, il y a des fausses discussions. L'ado se crée un avatar ou choisit de mettre sa photo, puis il y a comme son profil Facebook, puis il peut naviguer, il peut écrire, il peut poster, il peut mettre des GIFs, il peut décider de se prendre un selfie, de mettre des vidéos à web, comme on le connaît. Parallèlement à ça, il y a une expérience théâtrale qui se fait, donc un texte qui se dit avec des acteurs qui sont sur scène. Puis il y a comme un écho entre ce qu'on entend en réel, donc ce que les acteurs nous disent, et ce qui se passe sur l'application du réseau social, comme ça se passe dans une école secondaire. Comme on le sait, il y a comme des histoires en parallèle, il y a un drame, là, si je mets vraiment guillemets, parce que c'est un drame léger quand même. En tout cas, il y a un drame qui se passe dans notre histoire, puis ça fait écho sur le réseau social. Donc, les ados peuvent non seulement entendre ce qui passe des personnages qui sont sur scène, mais aussi commenter sur le réseau social, puis voir aussi ce qui se passe entre la réalité et la fiction, ce qui se passe en live versus ce qui est nommé sur le réseau social. Fait que c'est très interactif, ils peuvent participer. Écoute, je rentre-tu dans l'histoire? On dirait que je me sens floue, mais est-ce que je suis claire pour tout le monde? J'ai beaucoup de choses à dire sur le oui. Mais... Moi, je vois bien. La seule chose que je me demande, c'est dans le... tu n'as pas dit, je crois que c'était dans... Les trois comédiens étaient dans des pièces différentes. Je ne sais pas si tu l'as dit. Oui, c'est un déambulatoire. Fait nos acteurs sont isolés. La prémisse, c'est que ces trois comédiens-là, c'est des élèves de l'école secondaire qui, pour une raison X qu'on va découvrir, ne sont pas allés à l'école ce jour-ci. Et sur le réseau social, c'est comme si c'était les gens qui étaient à l'école. Il se passe quelque chose à l'école, mais eux ne sont pas là. Fait qu'il y a ça aussi, cet aspect-là. Donc, ils sont isolés l'un de l'autre. Puis, on rentre vraiment dans l'univers de chacun de ces élèves-là, de ces personnages-là, de façon très, très distincte. Donc, là, je pourrais parler un peu de la théâtralité, de la poésie à travers ça plus tard, peut-être au niveau plus artistique, mais c'était vraiment important pour nous d'exploiter les deux pans, et numérique, et plus la théâtralité, la poésie, tout ce qu'on aime des arts vivants, vraiment à fond la caisse, puis qu'il y ait cette rencontre-là entre les deux. Fait que oui, les personnages sont vraiment isolés. On rentre un peu comme dans leur tête, comme dans leur chambre, si on veut, comme dans leur chambre d'ado, en quelque part. Donc, on a vraiment accès à leur monde intérieur. Puis, parallèlement à ça, il y a comme toute l'histoire qui se déploie sur le réseau social de ce qui se passe vraiment à l'école. Donc, c'est peut-être plus clair comme ça. Une dernière question, parce que j'essaie de comprendre le lien. Est-ce que quand ils sont, mettons, ils sont dans une pièce avec un acteur, oui. Il y a 3 pièces, 3 acteurs. Les moments où ils sont sur leur téléphone, est-ce que c'est autant quand ils sont avec les acteurs ou ils sont aussi ailleurs pour être sur leur téléphone? C'est en tout temps. Ils ont accès à leur téléphone tout au long de l'expérience. Okay. Un ado peut décider de passer toute la représentation, l'heure et 20 avec un acteur, peut se promener, peut changer de personnage s'il en a envie. Puis, on le permet aussi, là, on va voir avec la COVID, là, mais on lui permet aussi idéalement de peut-être même s'asseoir sur des poufs et regarder l'entièreté de la représentation sur son cellulaire s'il en a envie. C'est vraiment quelque chose qu'on ouvre. Puis, on trouve ça intéressant de, justement, aussi un peu espionner le comportement de nos ados au théâtre, voir c'est quoi qu'ils vont privilégier peut-être, ou ça va être quoi leur réflexe.
mais on laisse ça le plus libre possible. On essaie de mettre le moins de contraintes possible dans l'expérience numérique. Donc voilà, mais ils ont accès à leur téléphone de A à Z. Puis aussi, dans l'application numérique, nous, ben, en tout cas, je pourrais en parler plus loin, mais tout ça s'imbrique dans l'histoire. Puis c'est pas le réseau social, oui, il est comme un Facebook, si on veut, ou un Instagram, mais nous, en tant que créateurs, on a un certain contrôle aussi sur l'application, c'est-à-dire que des fois, on va envoyer aussi des messages très précis aux spectateurs. On peut y envoyer une indication de là, on a besoin de vous, exemple, pour donner des idées de chansons, parce qu'éventuellement, ça va se déployer sur un grand party à la fin de l'expérience. Donc, on va récupérer les idées de leurs chansons pour les faire jouer à la fin de l'expérience. Des fois, on va leur dire, on peut aussi donner des commentaires très, comme au début de l'expérience, comme maintenant, vous pouvez déambuler, entrer dans la salle. Tu sais, il peut y avoir des indications. Donc, ça sert à la fois au développement narratif puis au développement de l'histoire, mais aussi, on s'en sert un peu pour guider le spectateur pour pas qu'il soit comme complètement perdu dans cette nouvelle expérience-là. Super. J'ai encore une dernière question pour être sûr que je vois bien. Ça veut dire que ce qui se passe dans chacune des pièces est filmé live, puis ils peuvent le suivre sur le téléphone? Non. Quand ils ne sont pas dans l'autre pièce? Non. Non, c'est vraiment, si tu veux avoir accès au personnage, tu dois te déplacer dans son univers. Okay. Après, tu pourrais décider de suivre comme une conversation Facebook sur ton cellulaire. C'est moins intéressant, moi, je pense. Là. Mais... Parce que les personnages se parlent Facebook entre eux. Bien, Facebook, là, ils se parlent dans votre réseau. C'est de même qu'on apprend qu'est-ce qui se passe dans les autres. Exactement. C'est-à-dire que les personnages vont être amenés à avoir des conversations vidéo un peu Zoom. Là. Si on va le trafiquer, on va les faire en live. Mais ils peuvent s'écrire sur le réseau social. Donc, évidemment qu'un moment donné dans l'histoire, les trois personnages vont se mettre à interagir seulement sur le réseau. On va entendre leur discours intérieur si on est dans leur univers, mais ils vont interagir à travers le réseau. Fait que, comme un ado, s'il choisit de seulement vivre l'expérience avec son cellulaire dans un pouf assis bien chill, il va comme avoir un genre de Facebook, puis un moment donné, il va avoir un peu d'action qui va se passer en lien avec ce qui se passe dans les pièces. Un moment donné, il va suivre une histoire, mais c'est une histoire quand même diminuée, si on veut. Là. Il va manquer beaucoup d'informations, beaucoup de clés s'il choisit cette option-là, mais on laisse libre. Le choix. Merci, Laurent. Mais d'ailleurs, juste pour préciser, pour peut-être que ce n'était pas clair pour les autres, c'est qu'il n'a pas été encore créé, le spectacle, dans le sens que ça s'en vient d'ailleurs, hein? Je crois que c'est à Fred Barry. Exact, oui, on commence la production en fait fin décembre pour vraiment la démarrer en 2022. On va être diffusé à Fred Barry à partir du 4 avril 2022. Mais on a quand même fait 3 labos de résidence de création pour voir si toute notre belle idée se tient. Puis ça a été quand même beaucoup de boulot, mais c'est sûr que éventuellement, là, cet été, je pourrais, mon Dieu, vous en dire beaucoup plus. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'attendent. Oui, c'est ça qui est fascinant. Mais moi, ce que je trouve, je me souviens la première fois que vous êtes arrivé en résidence au Cube, là, ça partait tellement, c'était tellement gros que c'est génial que ça va. Là, vous allez vraiment pouvoir l'expérimenter pour vrai devant public. Oui, bien, c'est un projet que ça fait quand même presque 5 ans là, qu'on réfléchit. Puis c'est un projet aussi. Avant la pandémie, donc avant tout cet espace-là et ce financement-là pour le numérique. Fait que c'est quand même, je trouve ça important de le situer dans le temps parce qu'il y a comme eu un déploiement, puis c'est comme si ça nous a un peu surprise parce que c'est quelque chose qu'on avait un peu déjà eu l'intention de creuser, l'aspect de l'expérience numérique au théâtre, tout ça. Fait que c'est très cool. Mais oui, ça va vite et pas à la fois. 5 ans, c'est long, mais pas tant dans un projet comme ça, je dirais. Pour une jeune compagnie en plus. Bon, mais merci Laurence. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je passerai à toi, Jérémy, s'il te plaît. Oui. Peut-être faire juste le portrait des œuvres qui ont intégré le numérique au fil des ans. Oui, bien sûr. Alors, juste pour commencer, pour dire que moi, je suis anglophone, alors des fois, peut-être je dois parler en anglais, mais je ferai mon mieux. Oui, c'était vraiment comme la vision de l'ancien directeur artistique de Youth Theatre, Michel Lefebvre, qui a commencé toute cette path-là. Il a voulu vraiment parler aux enfants et aux adolescents, comme on dit en anglais, je sais pas le mot en français, mais digital native, comme des gens qui sont nés dans un monde
pas mal numérique et il engage avec le monde dans une façon nouvelle, différente que les adultes, peut-être. Alors, il a voulu vraiment pousser cette idée avec des projets interdisciplinaires et il était, je peux dire, comme un peu avant-garde dans ça, comme la première spectacle que j'ai participé à Youth Theatre, c'était Dreaming Now. J'étais l'acteur dans ça et c'est commencé en 2012, c'est il y a longtemps. Et c'était, même pour aujourd'hui, je dirais, c'est un peu avant-garde. C'est un projet avec des caméras Kinect qui peuvent traquer tous mes mouvements avec des projections en direct. C'est une histoire d'un petit garçon qui est dans un rêve numérique et il se perd dans ce rêve numérique. C'est juste un écran avec des projections en temps réel que je contrôle en temps réel avec mon corps. C'était vraiment de la magie. Mais le premier spectacle qu'il a fait, qui a intégré le numérique, c'était le projet Pupitre. Et c'était comme un projet interdisciplinaire qui a intégré le musique électroacoustique. Alors, c'était une adaptation d'un projet qu'il a vu et il a voulu comme refaire pour les enfants. Alors, il a fait des adaptations, mais c'était vraiment comme deux personnages dans une classroom à l'école, du pupitre. Et il y avait des microphones intégrés dans le pupitre. Et utilisant juste comme des crayons et des petites choses de classroom, ils ont comme frappé sur le pupitre pour faire de différents sons et c'était enregistré live avec le micro. Et le dispositif, c'était que les sons étaient transformés en temps réel et ça devenait tout un soundtrack. C'était comme un concert électroacoustique, dramaturgique pour les enfants. Et ensuite, il y avait des autres projets comme Delete. C'était vraiment poussé comme interdisciplinaire. C'était même plus une installation qu'une pièce de théâtre, mais c'était comme un déambulatoire dans un espace galerie. Il y avait comme 4 chambres et chaque chambre a eu un différent dispositif pour interactive pour les enfants. C'était autour de l'idée de comment dans ce monde-là on peut comme comment nous how we interact with the world sorry and how all of our data is collecting and accumulating et à un certain point est-ce qu'on veut le delete ou pas. Et alors il y avait chaque chambre, 4 chambres, une avec comme par exemple une grosse miroir avec des caméras, des projections sur le miroir, c'était une interactivité comme ça. Il y a un autre avec un microphone. Bon, tu peux le voir sur le site web de Youth Theatre si tu veux, mais c'était tout interactif comme une installation. Mais donc Jérémy, c'était des interactions, donc quand il rentrait dedans, ça se faisait tel quel. Il n'y avait pas à faire des actions précises ou Il y avait des actions précises dans le sens que, par exemple, s'il y a un microphone, tu dois parler dans le microphone, mais c'était toujours comme une action que le dispositif demande au spectateur, au user. Okay. C'était comme clair, c'est quoi le dispositif. Okay. Dans un peu autre sens, on a fait, par exemple, Crossing the Ocean, traverser l'océan. Et ce spectacle-là, c'était plus explorer le contraste entre le narratif numérique et narratif traditionnel, storytelling, on peut dire. Alors, la première partie du spectacle,
c'est Michel Lefebvre qui a joué dedans. Et il raconte une histoire. Plus ou moins, c'était juste un monologue. Et après ça, on embarque soudainement, il y a comme une grosse écran, comme 40 pieds de largeur. Et soudainement, on embarque dans une séquence vidéo de comme 18 minutes ou 15 minutes. C'est comme toutes les images de l'histoire qu'il a racontée, mais dans une façon plus avec les esthétiques numériques, et moins linéaire, et plus comme abstrait, et plus dans ce monde-là. Et c'était vraiment fascinant de voir les enfants comme reconnaître toutes les images. Et c'était vraiment le contraste de méthode de storytelling. Et aussi, on a créé, après la pandémie, on a créé la plateforme YouDigital. Mais on a même eu cette idée avant la pandémie, mais ça a bien été pendant la pandémie. Mais on a fait une adaptation numérique de notre spectacle Pandore. Et on a des autres dans le pipeline aussi. Mais on a voulu faire une adaptation numérique plus interdisciplinaire avec les langues du cinéma, plus qu'une captation de la scène. Alors, ce qu'on a fait, c'est une seul plan de séquence de 50 minutes de spectacle, mais avec la caméra vraiment intégrée dans le spectacle sur scène qui traverse autour de l'espace. Et c'est vraiment comme devenu presque un personnage, plus que juste un cadre fixé extérieur. Et on a construit toute une plateforme numérique, youdigital.ca. C'est comme une scène numérique, on peut dire peut-être. Et c'est là pour comme une host pour tous les spectacles digital qu'on va créer. Oui, et on travaille maintenant sur un autre projet, Heartbeat Reverie, battement de rêve. C'est en processus, il va avoir son première en avril, mais ça changeait. Mais dans celui-là, on intègre des projections. C'est drôle parce que c'est commencé originellement, c'était vraiment un spectacle très techno au début, mais je peux parler plus tard peut-être de ça, mais c'est transformé à cause d'une histoire une vraie histoire que Véronique a vécue avec son enfant. Alors, l'histoire a changé et soudainement, c'est devenu plus doux. Et le dispositif a changé pour accueillir cette nouvel univers, cette nouvelle histoire. Alors, c'est devenu... on a des projections, c'est intégré comme avec, je ne sais pas, interactif, mais le corps de performeurs interagit avec les projections. Mais c'est juste pour dire que des fois, c'est intéressant comment le dispositif technologique peut changer juste pour accueillir une certaine histoire, un certain feeling. Ouais. Je pense que c'est pas mal tout. Très bien, merci Jérémy. Non, mais c'est vrai, il y a tellement une variété d'utilisation, tu as raison, que c'est ça qui est bien. J'ai l'impression que vous réussissez à utiliser le numérique en fonction des désirs artistiques et non pas l'inverse, d'être pris dans le numérique pour faire mon truc. On en parlera tantôt. Puis bravo, merci pour ton français, c'était très bien. Merci. Que je passerai à William. Je sais pas où c'est. Allô, William. Donc, je te laisse aller pour nous parler un peu, parce que je pense que les gens ne connaissent pas nécessairement Map Montréal, mais il y en a sûrement qui le connaissent, mais il y en a sûrement qui ne le connaissent pas. Yes, bonjour, bonjour à tous. Merci de nous inviter, moi et Map Montréal, pour ce beau panel.
Merci aussi Jérémy et Laurence pour ce que vous nous avez raconté. J'ai découvert plein de choses qui font le pont avec ce que nous on fait à Map Montréal, donc c'est cool. Pour commencer, je pense que je parlerai juste en 3 mots de la mission de Map Montréal avant de vous montrer une petite vidéo qui va peut-être illustrer davantage ce qu'on fait. Donc nous, notre mission à Map Montréal, c'est de démocratiser le vidéo mapping. Donc c'est quoi le vidéo mapping? C'est l'art de transformer en fait la ville en terrain d'expression créatif et d'amener en fait le public dans des lieux qui se transformeraient en fait en théâtre numérique. Puis notre deuxième mission, c'est de faire rayonner les talents des arts numériques et digitaux, donc les talents locaux mais aussi internationaux, et bien sûr de rendre accessible la pratique et le processus artistique qui est lié au vidéo mapping. Donc c'est un peu abstrait dit comme ça, mais je vais vous montrer une petite vidéo si je peux partager mon écran. Juste comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Je pense que oui. Oui, on voit bien. OK. Donc ça, c'est la vidéo récapitulative de notre activité. Donc on a à la fois un festival qui a lieu à la fin du mois de septembre et à la fois des ateliers de création. C'est les deux éléments qui sont l'activité principale de l'organisme. Donc là, c'est des vidéos à Moment Factory, donc des projections interactives. Ça, c'est le côté plus partie et fête avec une scénographie qui est toujours liée au mapping. Puis là, on embarque sur des ateliers de création pour la Grande Bibliothèque de Montréal. C'est des enfants qui créent, puis ensuite c'est projeté sur la bibliothèque ou dans l'environnement. On essaie d'allier différents sports, différents médiums. Donc c'est de ça dont on va parler un peu après. Tout ce qui va être art vivant, ce sont des pratiques avec lesquelles on essaie de travailler, de collaborer. Donc voilà, ça c'était notre activité en général. Puis j'ai parlé du festival, mais je vais pas arrêter de partager pour pouvoir vous voir quand même. J'ai parlé du festival. Donc dans le festival, il y a plusieurs activités. Il y a la fête de quartier que vous avez vu avec tout ce qui est scénographie, musique, qui est célébration du quartier. Donc on invite les commerçants à avoir des espaces marchands, à rencontrer les locaux et les habitants. On a une autre activité qui s'appelle Minute Map, qui est en fait à l'origine du festival, puisque le fondateur, Tien Vu Deng, en 2015, a créé donc le festival. Mais avant ça, il travaillait à Moment Factory, puis Minute Map, qui est un appel à projet de tous les créateurs qui ont le même fond, puis qui vont pouvoir créer une œuvre de 1 minute avec les mêmes caractéristiques. Donc c'est cet appel à projet-là qui est à l'origine du festival, puis qui existe encore aujourd'hui. On a aussi une exposition qui s'appelle l'exposition Micromapping, qui a lieu tous les ans aussi, depuis 6 ans, au centre Never Apart. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce centre culturel qui se situe dans le Milex. Et on a aussi, donc, comme vous l'avez vu sur la vidéo, Minimap, qui est un atelier de création avec des enfants. Donc, la première édition, c'était avec une centaine d'enfants qui avaient 3 thèmes. Les ateliers avaient lieu dans la grande bibliothèque et les projections avaient lieu in situ sur la grande bibliothèque. Puis l'année dernière, c'était avec en partie des jeunes porteurs d'un handicap physique ou mental. Et l'année d'avant, c'était avec des jeunes nouveaux migrants. Puis chaque année, on essaye d'avoir un public différent pour avoir des créations différentes avec des artistes qui encadrent ça. Donc le côté atelier qu'on retrouve dans Minimap, on le retrouve aussi dans une activité qu'on appelle Map ton quartier et qui est en fait des ateliers menés par un artiste qui accompagne des enfants, des adultes, des familles à la création sur une application qui s'appelle TagTool, qui est une application iPad qui est extrêmement facile à prendre en main. C'est déroutant comme en quelques minutes, des enfants, des adultes ou même des personnes qui ne sont pas initialement à l'aise avec les outils technologiques peuvent créer un visuel, peuvent créer une illustration. Puis ce qui est fou avec cette application-là, c'est aussi qu'on peut animer ensuite les dessins. Donc en quelques mouvements de doigts, on est capable de donner vie au dessin qu'on vient de créer. Puis je
Je pense qu'au début, Benoît, tu parlais de l'avancée technique et technologique qui est encore nouvelle. C'est sûr que nous, ça a énormément affecté notre travail parce que la réduction des tailles des projecteurs et leur puissance, ça nous a permis de passer sur du déambulatoire aussi, et donc d'avoir des chariots de projection et d'aller se rendre dans des quartiers et dans des ruelles où habituellement il n'y avait pas forcément d'activité, et donc de donner vie aux créations qui avaient été réalisées la journée même dans le quartier de ces habitants-là. Donc c'était vraiment une possibilité pour notre public de s'approprier son environnement, de s'approprier son quartier et de le transformer, puisque c'est notre mission, et donc de le regarder d'un autre œil, d'avoir des gens qui passent tous les jours devant certaines bâtisses, devant certains bâtiments, puis là d'avoir la chance de créer quelque chose qui va l'enjoliver, qui va lui donner vie et de le transformer en fait. Et c'est aussi une surface d'expression, donc c'était une double réussite pour nous. Puis ça a si bien marché, ces activités Map ton quartier, qu'on a décidé de les décliner aussi en camp d'été. Donc depuis cette année, en fait, on a un camp d'été qui s'appelle Map ton été. L'épisode pilote a eu lieu à Rivière-des-Prairies cet été avec des jeunes de quartier. Puis pendant la pandémie, donc il y a eu aussi un stop pour tout le monde, j'imagine. Puis pour nous aussi, dans l'événementiel et dans la projection mapping. Le fondateur, encore une fois, Tienne, a eu l'initiative de proposer à notre réseau, à notre communauté, d'écrire des messages en soutien aux questions de première nécessité, au personnel soignant et aux gens qui continuent à travailler pendant cette période-là, cette période difficile, et de proposer à notre communauté d'écrire des messages de soutien, des visuels, des animations, des dessins. Puis nous, on allait dans la rue avec notre vélo projecteur, puis on allait les projeter justement sur ces bâtiments publics. La ville a énormément apprécié cette initiative et nous a encouragés à produire d'autres mobiliers mobiles. Donc de là est née la Station de l'Avenir. Donc la Station de l'Avenir, je peux aussi vous montrer quelque chose. Hop. Ici. La Station de l'Avenir, c'est donc un chariot qui ressemble à ce que vous voyez au centre de l'image, avec 4 panneaux et un projecteur au milieu. Puis les panneaux servent en fait de bureau de création. Donc pendant la journée, la station est en mode création. Les jeunes et nos animateurs sont là pour encourager le public à créer autour d'un thème. Puis à la nuit tombée, on utilise le projecteur qui est au centre pour transformer l'environnement in situ et avoir donc les créations des jeunes, souvent accompagnées par celles d'artistes, pour les mettre en valeur. Donc ça permet de créer des moments aussi de famille assez forts, où justement la collaboration parents-enfants se fait naturellement. Puis le résultat, qui est des projections qui sont quand même assez monumentales, c'est toujours impressionnant et satisfaisant pour les créateurs. On a été énormément soutenu par les arrondissements et la ville de Montréal et aussi le Conseil des arts de Montréal pour produire cette station-là, puis également pour la déployer. Donc notre retour, ça a été de se déployer dans d'autres quartiers que le centre-ville, que Plateau, que le quartier des spectacles. Donc on a fait toute une tournée à Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Hochelaga, Anjou. On a vraiment fait un grand tour des quartiers de Montréal pour justement donner la chance et l'accessibilité à tous d'avoir ce genre de contenu et ce genre d'atelier de création. Puis ça, une fois la Station de l'Avenir déployée et le festival bien en route, on a aussi décidé de créer la station Mixmap. Et là, c'était une création de mutualisation, donc encore une fois soutenue par la ville de Montréal. Puis pour ce faire, je vais couper ça. Pour la station Mixmap, l'objectif, c'était de créer une autre station de projection mobile qui serait accessible aux autres organismes avec partenaires. Donc, il y a Montréal, Mutec et d'autres organismes d'art vivant qui se sont joints à ce projet-là. Puis, pendant la première année, cette station à la fois de projection et qui permet aussi d'avoir une scène musicale mobile, donc qui fait office de stage et de décor. Le but, c'était de pouvoir le rendre accessible et gratuit à la location pour ces organismes-là et de les déployer comme des installations pop-up, donc sans forcément prévenir le public, mais d'aller se positionner dans des ruelles ou dans des coins un peu moins bien desservis habituellement, et puis d'avoir une performance live avec soit un band ou un DJ, puis
des projections qui venaient animer ça au moment du coucher du soleil. Donc, pour une première année, ça a été produit cette année. Donc, pour une première année, ça a été un bon succès aussi. Puis, on a hâte de pouvoir collaborer avec d'autres organismes. Et c'est ce qui a commencé à se passer avec le projet Dans sa ville et le projet Naïade prend l'air, sur lesquels je terminerai peut-être rapidement, qui sont deux nouvelles créations en partenariat avec une chorégraphe qui s'appelle Mistaya Hemingway, chorégraphe et danseuse, et Dans sa ville, qui est également en collaboration avec Mistaya pour 5 profils de danse qui allient danse contemporaine et danse traditionnelle, et qui ensuite étaient projetés à format vraiment démesuré sur les bâtiments de la ville. Ça, c'était Dans sa ville, alors que Naïade, qui fait le pont avec encore une fois la danse la danse en fait, la danse contemporaine, où là on a une projection qui existe déjà d'une création de Mistaya, et elle en avant de la scène, elle reprenait les pas de danse qui étaient réalisés et elle les faisait, elle dansait devant un public directement sur place. Voilà, j'ai fait le tour rapidement, j'espère que c'était quand même assez clair, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire et beaucoup de choses dont on va parler pour faire le lien entre art numérique et projection mapping, danse, théâtre et autres arts vivants. Alors, j'espère qu'il y aura des questions aussi par rapport à ça. Je vais rester encore un peu pour échanger. Mais dis donc, je veux juste savoir, William, par rapport à la petite la structure, c'est MIPMAP que tu l'as appelé MIPMAP? Mixmap, oui. MIPMAP. Au niveau de la station mobile, comme ça, mais le contenu, c'est quoi le contenu de ce qui Dans la station, c'est 2 modules. C'est un module de projection qui ressemble vraiment à la station de l'avenir qu'on a vu tout à l'heure, et un module qui peut accueillir comme du son et un DJ ou un band. Le contenu, en général, on fait venir un artiste qui propose une scénographie particulière, ou alors on peut utiliser le logiciel Tactool dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est plus de la création live, pour créer un environnement, une scénographie qui va être en relation avec l'art vivant qu'il va y avoir sur place, donc soit de la musique ou de la danse ou du théâtre. Puis c'est ouvert justement aux collaborations avec les autres organismes pour le contenu. Donc, nous, on a notre expertise dans le mapping, mais on n'est pas expert ni en danse, ni en art vivant, puis c'est pas notre mission. Donc, on veut collaborer avec des gens qui ont cette expertise-là pour le contenu, justement. Très J'ai une intéressant. question, Benoît. Hein? J'ai juste une petite question, faire du pouce là-dessus. En fait, William, par rapport à ce projet-là, est-ce que ça veut dire que vous pourriez avoir des propositions, par exemple, qui sont beaucoup en improvisation, en fait, avec quelqu'un qui fait les illustrations en live par rapport à ce qui est en train de se passer en musique ou en danse? Absolument. C'est quelque chose qu'on a fait cet été à Laval. On nous proposait une programmation musicale, puis nous, on amenait notre panel d'artistes pour différentes soirées. Puis en direct, avec la musique qui passait, il y avait des choix visuels qui étaient créés, il y a des éléments qui sont créés d'avance, mais ce qui est intéressant avec cette application-là, c'est qu'il y a tout un processus de création en direct, avec des mouvements d'éléments, avec des personnages qui vont être animés. Donc oui, c'est complètement possible. Super. Très bien. Bien, merci beaucoup pour ce tour très complexe. On voit à quel point il y a toutes sortes ça ouvre toutes sortes de voies, le numérique et les arts vivants. Moi, si on aborde un peu plus le côté directement artistique, à quel point j'aimerais ça aborder la dramaturgie, en fait. Je commencerai peut-être avec toi, Laurence, dans le sens de à quel point les auteurs, là, je parle vraiment de la dramaturgie, pas la dramaturgie générale du spectacle, mais l'écriture, à quel point quand on entre dans un projet avec du numérique, comment qu'est-ce que ça va changer au processus dramaturgique, en fait? Ça change beaucoup parce que c'est comme une nouvelle façon de réfléchir le déploiement d'une histoire. Comme nous, ça se passe, comme je l'expliquais, à la fois en temps réel et à la fois sur la plateforme, on a eu rapidement la réalisation que tout devait s'imbriquer à des moments très précis parce qu'on se rappelle que chaque acteur défend sa propre histoire dans sa propre pièce. Donc, ne s'entendent pas nécessairement, sont vraiment dans leur univers en parallèle. Donc, rapidement, on s'est rendu compte que c'était très important dans l'écriture d'aller chercher les bons
timing, là, désolée de mon anglais, je ne sais pas comment dire en français, les bons temps pour que, à des moments extrêmement précis, il y a des choses qui se passent sur l'application qui font résonance avec ce que les acteurs vivent en temps réel. Donc, pour les auteurs, au début, en fait, il y a comme une espèce de présentation de personnages où est-ce que chaque personnage se présente sous forme d'un monologue un peu, se présente de façon un peu comme s'il se parlait à lui-même un peu, comme présentation de son univers, de ses enjeux, de ce qu'il défend, de pourquoi il n'est pas à l'école aujourd'hui au moment où on se parle. Puis rapidement, quand il se passe un événement particulier à l'école et que le réseau social s'agite, rapidement, les 3 auteurs ont eu à coécrire ensemble, non seulement continuer de coécrire le monde intérieur de chaque personnage, mais de coécrire aussi ce qui se passe sur le réseau social. Et ça, je pense que ça a été un peu confrontant pour eux, parce que tout d'un coup, c'est un langage qui est différent. C'est aussi, nos auteurs sont comme de plusieurs générations. Fait que, mettons, on avait comme Marianne Dansereau, qui est plus génération trentaine, la mienne, dans le fond, qui, elle, avait peut-être un peu plus de code. Puis après, Frédéric Blanchette, qui est comme une autre génération, lui, était un peu moins habile. Fait que je pense qu'ils se sont... pas habile, là, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas faire de l'agisme, là, vraiment pas, mais Fred, ici, c'est quoi la technologie? Mais de rester connecté à un langage, en fait, le plus cohérent possible avec ce que nos ados vivent en ce moment. Disons que Marianne a amené peut-être plus de code, puis ils se sont nourris les uns des autres. Mais pour en venir à l'écriture, ça a vraiment été comme en 2 pans, c'est-à-dire que déployer le personnage, déployer leur univers respectif, puis après, les mettre en commun, puis les faire dialoguer et à la fois dans leur univers respectif, mais et à la fois comment ils s'expriment sur le réseau social. Et ça, c'est différent quand même de ce qu'on entend d'eux et de la façon qu'ils s'expriment. Comme il y a un personnage... Avez-vous été jusqu'à... sur les réseaux sociaux, c'est incroyable, là, comment on réduit les mots. Avez-vous été jusqu'à jouer avec ça? Oui, quand même un peu. Okay. Il y a un personnage, le personnage de Billy. Elle, c'est une grande anxieuse. Puis, elle, c'est une espèce de geek là, de l'informatique. Elle peut facilement hacker des sites. Là, elle est comme vraiment une génie un peu des codes, du codage, tout ça. Mais elle, son grand complexe, c'est qu'elle a de la misère à s'exprimer sur les réseaux sociaux parce que de par son anxiété, il y a comme quelque chose pour elle, c'est super important ce qu'elle laisse sur le numérique. Fait que c'est intéressant de voir à quel point elle maîtrise ça, mais quand c'est le temps de poster sur le réseau social avec la pression de son école, avec les autres, le regard des autres, il y a comme toujours un blocage. Elle y arrive un moment, mais donc c'est comme si le personnage se transforme aussi, puis devient tout d'un coup nuancé à travers le réseau social parce que c'est pas nécessairement, son monde intérieur n'est pas nécessairement un miroir direct avec ce qu'on voit sur le réseau social. Puis ça a été intéressant. On va voir en production comment ça va se passer, mais ça a été quand même intéressant pour nous de jouer avec ces codes-là. À quel point notre personnalité devient beaucoup plus complexe et parfois même différente de par notre présence en ligne versus de par ce qu'on vit vraiment dans nos quotidiens à l'intérieur de nos maisons. Fait que ça a été une réflexion qui a mené beaucoup l'écriture. Puis aussi, c'est important de mentionner parce que comme on s'adresse à un public adolescent et qu'on n'est plus des adolescents, ça a été important dans notre processus créatif de toujours les intégrer vraiment dans le projet. Fait qu'à chaque résidence, on faisait venir à peu près une 15 à 20 ados qui venaient vivre l'expérience avec nous puis qui venaient vraiment nous donner un feedback, 1, sur les enjeux des personnages, 2, sur notre pertinence numérique. On s'est quand même fait dire qu'on avait quelques gifs qui étaient vraiment poches. Fait que, comme ça nous a vraiment... parce qu'on ne veut pas tomber dans la morale, on veut vraiment se connecter à leur réalité à eux avec leur langage. Puis, c'est ça, on n'est plus des ados. On pourrait-tu, d'après toi, là, je pose une question un peu piège, là, parce que de toute façon, c'est une expérience, mais est-ce qu'on pourrait ne pas être dans un projet aussi directement, directement dans leur réalité? Est-ce qu'on pourrait se décaler puis avoir une langue plus poétique, ne pas être collé sur leur réalité, d'après toi, là? Je ne sais pas. Peut-être que. Je pense qu'on a un peu de ça aussi dans le spectacle, tu sais. Parce que, tu sais, c'est des enjeux
Ils vivent des enjeux comme beaucoup de recherche identitaire, beaucoup de questionnements sur la place dans le monde. On est là-dedans, là, ce que chaque adolescent un peu on vit quand on est en transformation de l'âge de l'enfant à l'adulte. Après, on a laissé quand même s'exprimer les auteurs avec leur propre plume et leur propre poésie. C'est sûr que Marianne, qui a une dramaturgie très crue, avec beaucoup, avec beaucoup de mots, il y a beaucoup, la vitesse de son écriture est très importante à Marianne. Fait que c'est sûr que ça va vite. Fait que c'est sûr que le personnage de Billy, il y a quelque chose qui réfléchit vite, qui passe d'une idée à l'autre parce que Marianne écrit comme ça. Après, quand on est plus dans l'univers de Véronique Côté, tout d'un coup, il y a quelque chose d'un peu plus poétique parce que Véronique, c'est ce qu'elle insuffle à ses œuvres. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus dans la réflexion de la place de cette femme-là, de cette adolescente-là dans un monde plus grand qu'elle, de son désir de vouloir faire un impact. C'est des propos propres à l'autrice aussi, mais qui peuvent très, très bien parler à des adolescents. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de poésie, en fait, dans le spectacle. Puis notre désir aussi, c'est qu'à la fin, tout ça éclate un peu et que ce soit quand même très visuellement poétique ce qu'on propose. C'est une grande finale, on finit dans un gros party où est-ce qu'on ouvre un peu Fred Barry, on s'en va dans le dépôt technique, puis là, il y a comme une grande fête. C'est comme, je pourrais vous raconter l'histoire, mais c'est leur bal de finissant, dans le fond. Et puis là, tout d'un coup, on a envie de flyer dans quelque chose de plus poétique. Là, on ne l'a pas fait, là, on s'en va en prod, mais on réfléchissait, ça serait le fun d'envahir l'espace de plumes, de pigeons. On veut quand même aller dans quelque chose de très fort au niveau visuel. Fait que je pense que ça allie les deux. Je pense qu'un atténue pas l'autre, au contraire. Je pense que ça se nourrit. Puis plus on est collé au numérique, plus on dirait que Gab et moi, on a envie d'aller chercher un langage peut-être plus poétique ou abstrait fort ou un visuel fort, même au niveau de la scénographie, de nos costumes. On veut un peu se sortir d'une certaine réalité quand on rentre dans l'univers des personnages parce qu'on est tellement dans le concret que visuellement, on peut se permettre d'aller un petit peu plus dans si le personnage, exemple de Léo, qui elle rêve de faire un grand mouvement social et d'avoir un impact dans sa vie, on peut peut-être mettre des arbres dans son univers avec de la toundra, puis vous comprenez, dans le sens où... Fait qu'il y a vraiment une recherche, je pense, quand même, de laisser parler toute la dramaturgie, puis plus on est connecté à un concret avec le téléphone, on dirait que notre instinct de créatrice est vraiment d'aller chercher un extrême dans la représentation visuelle puis les arts vivants. Là, ouais. Ça m'amène, en fait, ça m'amène une autre question, mais je vais d'abord la poser à Jérémy. C'est quoi comment rendre une œuvre, en tout cas, moi, je vois un danger, mais il y a beaucoup de gens qui voient des dangers entre la friction entre le numérique et l'art vivant, dans le sens que ça peut magnifier, mais comment faire en sorte que ça demeure organique, que la technique ou même le langage numérique n'écrase pas l'art vivant? Grosse question, hein? Bonne question. Je pense qu'il y a deux aspects que je peux penser dans le moment. Le premier, c'est de travailler avec des artistes des autres disciplines du début, dans la conception, début, parce que ça amène une autre perspective au spectacle qui ouvre des portes et des langues hors du normal de théâtre. Et dans la conception de début, ça nourrit beaucoup la pièce. Et aussi, je pense, selon moi, dans mon démarche personnelle, je trouve que ça aide aussi ça ouvre des portes de travailler avec la technologie comme détruire un peu la hiérarchie du théâtre. Parce que historiquement, dans le théâtre de l'Ouest ou whatever, c'est plutôt basé du texte. Et c'est toujours toute la conception comme design, c'est tout autour de la texte. Mais pas toujours, mais souvent, c'est une question de comment élever les aspects du texte. Mais
quand on travaille avec la technologie, ça aide à détruire ou bouger les hiérarchies pour être dans une mode plus horizontale, où les conceptions, les images, les sons, les aspects sensoriels sont égaux au texte, s'il y a un texte. Peut-être il n'y a pas un texte, c'est plus des fois de l'écriture scénique, comme tu écris, mais tu n'écris pas avec des mots, tu écris avec des images, des sons, des sensoriels, sensuellement. Oui, alors je pense que ces deux aspects-là sont importants pour créer des dispositifs et des spectacles intégrés qui sont pour éviter de friction entre les formes, parce que du début, c'est conçu comme une seule meeting point de discipline. Et est-ce que dans cette idée-là qu'il faut... Est-ce que je comprends très bien, évidemment, que le numérique doit faire partie quasiment de la genèse du projet, là, c'est pour que tous les langages s'y mêlent. J'imagine que ça change. Tantôt, j'ai parlé de la dramaturgie, mais j'imagine que ça change beaucoup de choses à la scéno, au scénographe. Ça change une autre façon de créer, de penser du spectacle. Mais est-ce que ça change aussi là, je parle pour les gens qui auraient le goût de se lancer dans des aventures avec du numérique. Est-ce que ça change le processus ou les échéances ou quand on pense un projet de création qui inclut le numérique, est-ce que ça change des choses? Moi, je me suis frotté au théâtre audio cette année et ça a changé beaucoup de choses que je me demande si vous auriez des cues là-dessus, tiens. Oui, bien sûr, comme si par exemple tu as une idée pour un spectacle comme Dreaming Now, qui est comme un dispositif très technologique, tu dois faire des tests dans le processus. Au base, tu dois comme clarifier c'est quoi la technologie, est-ce que ça fonctionne comme tu l'imagines, est-ce que tu as comme l'équipe qui peut se plonger dans ce dispositif technologique et l'exploiter créativement comme il faut pour s'exprimer. Alors oui, il y a comme une étape extra pour juste comme expérimenter avec la technologie, trouver c'est quoi les possibilités créatives, c'est quoi les murs que tu peux être face. Ouais. Et, avant même de construire ton projet, dans le fond. Ça peut nourrir même le sens de ton projet. Oui, bien sûr, Laurence, je pense que... Oui, j'avais envie de rebondir là-dessus parce qu'on l'a vécu à plusieurs reprises dans différents projets, mais je trouve que ce qui est... Puis je me réfère aussi au travail que William fait avec Mac Montréal. C'est comme si, pour que les choses avancent bien, il faudrait d'abord avoir une étape de recherche-développement uniquement sur les dispositifs technologiques, puis voir ensuite comment on les utilise au sein de la création de l'objet qu'on a envie d'inventer. Mais le souci, souvent, c'est que, comme avec le travail que fait Youth Theater, nous, on s'est frotté à ça avec le spectacle O, notamment, c'est que toutes les idées arrivent en même temps. Quand on est dans une écriture scénique qui est multidisciplinaire, le désir de travailler la danse, les mécaniques scéniques, la lumière, le son, puis de faire dialoguer, tout ça, ça arrive tout en même temps, tu sais. C'est comme au fil de la création qu'on a fait « Aïe, shit, il aurait tellement fallu faire une étape de recherche et développement juste sur le dispositif motorisé, électronique, la programmation. » Parce que là, on est bloqué constamment par des problèmes techniques qui nous empêchent d'avancer la dramaturgie du spectacle. Puis, je ne sais pas s'il y a une solution à ça. C'est parce que je pense à Montréal, j'imagine que vous autres, vous commencez par développer vos outils, puis après ça, vous faites « Ah, ben là, cet outil-là, il peut nous permettre tel projet de médiation. Ah, on pourrait inviter des artistes en art vivant, puis il y aurait quelqu'un qui ferait du mapping en même temps. Ah, il y a des enfants de la communauté qui pourraient faire du mapping en même temps que le band joue. » Puis tout d'un coup,
l'outil, il est canné, il fonctionne bien, ça roule, puis là, tu peux en exploiter différentes Ouais. possibilités. Mais je trouve que c'est ça, dans le cadre de la création d'un objet spectaculaire ou installatif, participatif, peu importe, là, je me réfère beaucoup au travail de Jérémy puis à des expériences à nous, ou même au travail de Laurence. Je veux dire, Laurence puis Gabriel, ça fait 5 ans qu'ils travaillent sur leur projet. Ça prend tellement de temps parce qu'il faut mêler ces temps de recherche et développement technologique en même temps qu'on fait de la recherche sur les aspects, disons, plus traditionnels là, d'écriture, finalement. Là. Et Mais c'est des c'est pour projets ça qui prennent beaucoup de temps. Ouais, mais c'est pour ça que, mettons, comme tantôt, William, le truc là, de MicMap, là, dans le sens que des organismes comme eux se joignent à des organismes comme nous, il y a quelque chose de vraiment riche parce que tout à coup, on a un outil concret qui peut servir à faire naître des projets. De la même façon, je pense, Laurence, tu m'avais parlé, vous devez, je vois la petite main, je vois les petites mains, mais justement, Laurence, tu avais parlé justement que, veut pas avec le temps, il faut vous associer à un groupe, là, je ne sais pas comment dire ça, mais à des gens spécialisés. Donc, c'est peut-être dans des jumelages comme ça d'expertise dès le départ qu'il faut faire. Vas-y, Laurence. Non, mais c'est une petite histoire courte parce que ça m'a fait penser, je rebondis sur Laurence, là. Vraiment, là, nous, on a fait comme 3 résidences principalement axées sur le numérique. Puis au début, nous, très naïvement, là, parce que on est une petite compagnie à structure soutenue au projet zéro acquis. Là. Fait que c'est une grosse affaire là, pour une petite structure comme nous. Puis nous, très naïvement, au début, on s'est dit, hey, Facebook existe. On va demander à Facebook, puis on va faire nos profils, nos faux profils Facebook, puis on va interagir. Puis juste avant que les ados rentrent pour la première étape, voir si, comme ça se peut, cette idée-là qu'on a dans la tête puis dans le cœur, mettons, Facebook bloque tous les faux profils qu'on a créés. On avait créé comme 25. Là. Fait que là, on est comme, les ados arrivent dans 5 minutes. Fait que, là, on a comme pas tenté quelque chose avec nos propres profils. Là, Laurence Régnier, 34 ans, maman, pas rapport, mais comme juste pour essayer la patente. Puis rapidement, après ça, on a fait, OK, il faut absolument aller chercher quelque chose d'indépendant qui va nous laisser toute la liberté dramaturgique, artistique qu'on veut. Après, là, on est allé chercher Folklore, l'équipe de Folklore qui a collaboré avec nous. Après, là, je rentre un peu dans des affaires un peu plates à dire, mais après, petite compagnie, pas financement des fois. Folklore, mettons, c'est pas les mêmes barèmes qu'au théâtre. Là. Folklore, là, c'est coûteux dans un projet de production comme ça, énormément. Là, tout d'un coup, il y a comme une autre réalité qui est embarquée. Oh, on est un petit peu codépendant avec Folklore. Folklore arrive avec leurs 3 ordi, ils font du codage là, sur des, c'est noir avec des écrans verts. Nous, moi, Gab, on ne peut absolument pas aider, on ne peut absolument pas nourrir Folklore au niveau du codage. On est un peu comme dès qu'il y a un problème, on est dépendant de Folklore. Folklore doivent être là sur place pour. C'est vraiment là, tout d'un coup, il y a comme beaucoup de défis qui se sont créés, mais en tout cas, voilà la petite histoire courte. Concernant Facebook et finalement le désir une chance qu'on a fait 3 étapes de numérique. Puis là, on s'en va en prod, mais on se prend une semaine de numérique dans Fred Barry uniquement avec Folklore pour prévoir tous les problèmes techniques numériques de connexion, de Wi-Fi, de réseau, de le GIF ne marche pas, de oups, ça répond plus, de hey, mon avatar, ça fait un. Tout ça, là, on essaie de l'enlever le plus possible pour quand on rentre en production, ben là, on est comme toute notre machine numérique solide, puis qu'on puisse après vraiment laisser parler plus l'artistique, la mise en scène, les conceptions, comment les imbriquer. Fait que, voilà. Merci, Laurence. William? Ouais, j'aimerais bien rebondir justement sur ce que les deux Laurence ont partagé. Je pense que c'est ça que ça prend pour avoir des œuvres qui sont encore en expérimentation entre le numérique et l'art vivant. Je pense que ça prend du temps justement de discussion, d'élaboration. Puis il y a 2 expériences que j'aimerais partager. Il y en a une sur ce que tu disais, Benoît, qui est comme avoir à la fois un côté numérique pour de la scénographie, plus en improvisation, etc. Mais il y a aussi des projets qui sont en post-prod, en pré-prod, où là, on a besoin de s'allier avec des experts dans chacun des domaines. Puis c'est ce lien-là avec, je pense qu'une des subventions qu'on a obtenues par la ville de Montréal qui s'appelle Maillage, c'est un projet de maillage entre les différents
différentes institutions culturelles. Puis là, ça nous permettait, nous, de nous mailler avec un studio de création, donc qui fait principalement de la vidéo et de la post-production, et puis avec Mistaya Hemingway, qui, elle, est une danseuse chorégraphe. On a eu justement, grâce à cette subvention-là, le temps et l'argent de s'asseoir, ces trois entités-là, de réfléchir aux problématiques, puis de se dire, bon, bah, on ne peut pas juste patcher comme la danse avec la vidéo, avec le mapping. On préférerait plus travailler ensemble et regarder les options qu'on a pour avoir quelque chose de plus abouti, de plus réel et de plus fort pour avoir un meilleur impact dans la ville. Puis de là est né, bah, quelles sont les forces du mapping. Donc oui, on peut projeter en grand sur des espaces assez restreints pour que les passants puissent avoir une réelle dimension de grandeur et un effet wow. Mais on peut aussi utiliser la danse comme médium de communication. Donc, qu'est-ce qu'on veut passer comme message par la danse? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Puis avec la vidéo, bah, quelles sont nos contraintes et quels sont les avantages qu'on a à le préenregistrer? Donc de là, on a vu les options qu'on avait, à la fois d'allier la danse contemporaine, puis la danse traditionnelle, de pouvoir proposer un panel de danseurs et danseuses différentes, puis de pouvoir les proposer en déambulatoire avec des représentations toutes les comme 10 ou 15 minutes. Ça, c'était notre force. Donc, une fois qu'on a pu s'asseoir et discuter aux possibilités, bah, on a créé cette œuvre-là. Puis, c'est autre chose que, comme je le disais tout à l'heure, juste avoir du mapping pour compléter une œuvre. C'est trois entités qui s'embrassent et qui créent ensemble un contenu qui est organique et à la fois intéressant pour tous. Donc, tout le monde y trouvait son compte. Bien sûr, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a eu plein de complications, il y a eu plein de difficultés parce qu'on expérimente. Là, on essaie de trouver des bons équilibres, on essaie d'avoir quelque chose d'encore plus riche et forcément, ça passe par l'expérimentation et des erreurs, mais sans cette période-là, on ne pourra pas avancer, avoir des œuvres plus abouties et des œuvres plus organiques. Je pense que ça passe vraiment par ces phases-là difficiles où on doit coproduire et livrer un peu notre projet à des entités où on n'a pas de contrôle. Ça fait peur, mais je pense que ça passe par ça. Merci. D'ailleurs, par rapport à ça, tant qu'à être dans ces dangers, appelons ça comme ça, dans le sens que là, ce que j'entends bien, c'est des pré, en tout cas, de s'assurer qu'il y ait du pré-travail, de la pré-recherche avant même de se lancer pour peut-être mieux diriger d'ailleurs l'œuvre qui sera en cours après. Mais ce serait quoi les autres dangers, Jérémy, d'après toi, qu'il faut, vous qui en avez fait plusieurs, c'est quoi les dangers de se lancer dans une production avec du numérique, d'après toi? Les dangers. Je peux dire qu'il faut être courageux. C'est certain quand on travaille avec la technologie qu'on va rencontrer des bugs, des problèmes qu'on n'a pas expectés. Comme par exemple en Dreaming Now, j'étais juste l'acteur dans cette pièce-là, mais des fois, pendant un spectacle, une des caméras a planté et j'étais pris là sans contrôle de projection. Je vivais dans le moment jusqu'au moment pour le coder pour faire ce truc pour repartir la caméra. Il y a toujours des petites choses comme ça, mais c'est certain que le plus de temps que tu as en avant pour massage, tous ces problèmes, tous ces bugs en avant, comme tu peux avoir ta première sans bug, on espère, mais c'est un peu une question de budget, de production, de échéance, parce que toutes les structures théâtrales sont plus ou moins basées sur la dramaturgie dramatique, comme le processus d'un texte avec une 3 semaines de répétition. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est vrai que du côté anglophone, c'est pire que nous, ça. Hein? C'est plus Oui. ramassé. Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai, les deux langues ont comme les unions, ils ont des différents comme. L'Union des artistes, c'est oui, c'est ça. Alors, en anglais, oui, le equity, c'est un peu plus comme structuré. Alors, c'est aussi un défi. Mais oui, le danger, c'est juste de
pas prendre le temps de trouver toutes les possibilités, tous les problèmes possibles. Et vraiment juste, tu dois développer une langue aussi. Comme moi, je suis chanceux que j'ai étudié le théâtre, j'ai aussi étudié les arts numériques. Alors pour moi, j'ai un peu comme une fluidité de parler aux concepteurs numériques et les coders et tout ça. Mais sinon, comme Laurence a dit, comme des fois, il y a un peu c'est un peu comme you rely on them plus, comme tu as moins une fluidité de co-création des fois parce que tu n'as pas les mots et la langue d'exprimer comment tu peux réussir une certaine idée ou pour expliquer une idée dans une façon qu'ils comprennent de leur côté, de leur compréhension de créativité, de méthode utile et tout ça. Alors, oui, si tu veux comme vraiment mise en scène ou créer comme leader dans un projet comme ça, c'est très, très utile de prendre des workshops ou des classes en ligne de Code Academy ou whatever pour comprendre c'est quoi les langues de tes co-créateurs, de tes collaborateurs pour que tu puisses comme travailler vraiment ensemble et pas comme juste dire une idée et espérant qu'ils comprennent bien. C'est tellement juste, Jérémy. Là, je trouve que tu touches un point. Puis on parle du temps que ça prend. Il y a le temps de développement technologique puis de maillage des langages pour arriver à créer de la cohérence puis du sens là, dans l'œuvre. Mais le temps, il sert aussi à ça, à inventer un vocabulaire commun. Parce que quand tu te mets à collaborer avec des gens qui œuvrent dans des secteurs disciplinaires qui ne sont pas le tien, encore plus quand c'est pas des disciplines artistiques, là, genre de la scène, mettons. Là. Nous, en ce moment, on travaille avec un développeur web pour notre nouveau projet, Nous Berceuses, puis ça nous a pris du temps à se comprendre. Quand Olivier nous dit le joueur puis le jeu, ben nous, on est comme « Ah, on a envie de s'arracher les cheveux de sa tête parce que c'est pas un jeu, c'est une œuvre d'art. » Donc, ça veut dire la même affaire, dans le fond. Fait que, à un moment donné, tu lâches prise sur ces affaires-là parce qu'on dit la même chose. Au fil du temps, on travaille le même objet, on a des petites façons d'exprimer qui sont différentes, mais au bout du compte, on sait qu'on voit la même affaire dans notre tête. Mais ce temps-là d'apprivoiser le vocabulaire des uns et des autres, puis de créer un vocabulaire commun autour de ce qu'on est en train d'inventer ensemble, c'est super important, puis ça prend du temps. Puis on ne connaît pas nos expertises respectives, fait qu'il faut comme s'acclimater puis comprendre un peu comment chacun travaille pour pouvoir faire équipe puis avancer dans la même direction. Puis vous, Jérémy, est-ce que vous travaillez toujours avec les mêmes… est-ce que c'est les spécialistes, mettons, numériques? Est-ce que c'est comme… est-ce que c'est une équipe comme Folklore, mettons, que Laurence, avec qui Laurence travaille, ou c'est des gens au sein du Youth Theater maintenant qui sont assez… Non, c'est pas comme on n'a pas une équipe numérique, malheureusement. C'est juste, normalement, chaque projet a une équipe différente et on trouve des collaborateurs. Oui, comme Dreaming Now, c'était vraiment conçu avec Guillaume Lévesque, le programmateur. Et Michel lui rencontré et ils ont décidé de faire un projet ensemble. Et lui, c'est vraiment un artiste numérique. Ça commençait comme ça, alors c'était avec lui. Même chose avec Delete, c'était une rencontre avec Daniel Iragui, qui est un artiste qui fait beaucoup des installations interactives. Alors lui, il a eu son propre équipe qu'il a amené sur le projet de son studio. Quand on a fait Crossing the Ocean, c'était plus de vidéos. Alors, c'était moi et ma co-conceptrice Amelia Scott pour ce projet. On a fait la vidéo nous-mêmes, mais ce n'était pas de coding.
Mais oui, ça dépend de chaque projet. Ouais. Ça dépend des projets, mais moi, en fait, je me demande des fois, jusqu'où on a besoin parfois, là, je vais dire quelque chose de gros, mais j'ai l'impression que ça dépend des projets aussi. Mais tu sais, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui maîtrise bien la technique ou si on a besoin d'un artiste qui travaille avec nous? Parce que j'ai l'impression que c'est deux choses. Parce que si tu travailles avec un artiste, un vrai, qui vient il faut que effectivement la genèse et le pourquoi et le fondement de pourquoi on crée ça soit un désir de rencontre entre les deux artistes, en tout cas entre l'équipe un peu. Mais alors que parfois on a besoin vraiment de quelqu'un qui va venir nous aider à réaliser un projet artistique qu'on a en tête. Ça, c'est quand même, d'après moi, assez important de clarifier ça au départ, j'imagine. Je ne sais pas toi, Jérémy. Oui, les deux volets sont possibles, mais je dirais que si c'est une question d'engager quelqu'un plutôt pour ses skills techniques, tu dois avoir vraiment une idée très, 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 très claire de ce que tu veux faire. Parce que s'ils ne sont pas un artiste, ils te donnent une commande, un ordre et ils le font. Mais c'est moins une collaboration. Alors, si tu n'es pas à l'aise avec la langue numérique ou même esthétique du numérique et les possibilités, je dirais que c'est plus... ça serait plus facile de collaborer avec un artiste parce que quelqu'un qui est comme un programmateur de système numérique plus moins artistique, c'est plus une dynamique d'une commande. Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Mais tu sais, comme mettons, Laurence, c'était quand même quelque chose d'assez technique dont vous aviez besoin de créer un site, un réseau social. Est-ce qu'ils ont collaboré au projet artistique? Ben oui, quand même, ça s'est fait en plusieurs étapes. Tu sais, c'est sûr qu'au début, les brainstorms, on était plus dans l'esthétique. Après, on est vite tombé quand même dans la fonctionnalité pour nourrir le spectacle. Puis là où on est vraiment plus tombé dans la commande, là, si on veut, comme Jérémy parle, c'est vraiment quand on a tout brainstormé ça puis créé ça avec eux. C'est vraiment en collaboration avec Folklore qu'on a fait ça. Après, pour le mettre en pratique, là, c'est là que vraiment on a eu plus besoin. Tu sais, chez Folklore, sont plusieurs, fait que chacun a un peu aussi sa spécialité puis son créneau. Donc, il y avait quelqu'un qui était un petit peu plus là pour le design, la vibe un peu de l'application. Après, celui qui était terrain, lui, était vraiment plus pour le codage, donc vraiment pour la fonctionnalité. S'il y avait des bugs techniques, tu sais, c'était comme un peu plus... c'est ça, fait que c'était quand même créatif malgré tout, même si c'était comme un projet qu'on amenait, puis on était comme, est-ce que ça vous tente d'embarquer? Ça a été quand même très, très créatif au début, puis c'est sûr qu'une fois que c'est conceptualisé puis que c'est fait, après, de le mettre en pratique, là, ça devient un petit peu plus technique. Puis c'est surtout là que nous aussi, on devient un peu plus, en fait, complètement dépendante de cette personne-là parce que les compétences que nous, on a nullement, là, fait que, ouais, il y a eu deux étapes, je dirais, là. OK. Très bien. Puis toi, inversement, William, quand vous travaillez, mettons, sur des concepts comme là avec la chorégraphe, c'est quoi la part, mettons, de MAP au niveau du contenu artistique? Il y a différents niveaux. Dans sa ville, donc le projet avec les 5 danseurs et danseuses, ou le projet Nayad prend l'air avec Mystaya Hemingway, nous, on n'avait pas beaucoup de création de contenu. On était plus sur le conseil et sur on avait le matériel, on avait l'équipement, puis on avait l'exercice pour que la projection se passe bien et un super bon rendu. Que Mystaya n'avait pas forcément ou que le studio Les Lois n'avait pas forcément, même s'ils sont experts en vidéo. Il y a quelques tips comme shooter par exemple avec un fond noir derrière pour que justement on puisse faire les détours et changer les contrastes et donner à l'image quand on la projette
l'impression qu'elle appartient au mur et qu'il n'y ait pas comme un cadre autour. C'est plein de détails techniques que Map Montréal était capable d'apporter. Puis, sur d'autres activités où nous, on est en déambulatoire avec un projecteur et on s'associe avec de l'art vivant, là, nous, on a un panel d'artistes qui vient pour créer des animations en direct ou alors les avoir préparées d'avance pour que les éléments viennent embrasser justement la création et viennent la sublimer en quelque sorte. OK. Super, très intéressant. Est-ce que... bon, j'aurais une question. Il peut y avoir d'autres questions, mais moi, j'aurais une question vraiment comme plus fondamentale, un peu. Non, pas fondamentale. Mais j'aimerais savoir, d'après vous, qu'est-ce que ça... ça s'adresse peut-être un peu plus à Jérémy puis Laurence, quoique William peut-être aussi, mais qu'est-ce que ça apporte de plus d'utiliser le numérique en art vivant? Et qu'est-ce que peut-être que ça enlève? Je peux commencer. Pour moi, personnellement, dans mon démarche, je pense que ça donne quelque chose dans l'espace de théâtre qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Comme moi, personnellement, je suis un peu over le théâtre dramatique. Je trouve qu'avec Netflix, tout ça, comme on a, c'est là. Comme l'expérience dramatique, ça existe dans un médium très expert dans les émotions humaines réelles, linéaires, tout ça. Alors pour moi, intégrer la technologie et créer du théâtre plus sensoriel, plus images, plus moins avec l'hiérarchie basée sur seulement le texte. Ça transforme le théâtre dans un espace que tu peux vivre une expérience unique avec ton corps en temps réel que tu ne peux pas trouver ailleurs. Et je suis aussi très intéressé dans les différentes dynamiques entre comme être un spectateur face à une scène et aussi être impliqué dans une expérience et aussi conducter l'expérience toi-même. Et c'est un peu comme les différentes dynamiques comme entre la scène, c'est plutôt être un spectateur et les arts numériques, c'est plus être dans une expérience ou conducter l'expérience toi-même avec ton corps dans quelque chose comme interactif, mais comme mélanger ces concepts-là dans un espace scénique, je trouve ça très nourrissant. Et je pense beaucoup à cette question-là. Merci. Merci. Laurence? Oui, ben, je vais aller un peu dans la même veine, en fait, que Jérémy. Moi, j'aime beaucoup être déstabilisée et surpris dans ce que je vois souvent au théâtre et ailleurs, d'ailleurs. Les expériences qui me marquent, c'est ceux qui me surprennent, ceux que j'entends pas et qui me captivent. Donc, c'est sûr que comme créatrice, moi, je suis beaucoup allumée par ça. Ce désir-là peut-être de réfléchir les choses autrement, d'essayer des nouvelles expériences, comme Jérémy dit, qui n'ont jamais été nécessairement, ben je dis jamais non, mais de repousser un peu l'expérience et l'unicité. Là, en plus, nous, on s'adresse à un public adolescent. Donc, ouais, c'est ça. Ça a vraiment été motivé par le fait de un peu penser en dehors de la boîte, là, puis dire, OK, ça se fait très bien. On a plein de productions qui le font. Après, comment on peut offrir, mettons, au public adolescent une nouvelle façon de présenter le théâtre pour leur dire aussi, ben ça peut être ça aussi, tu sais. C'est pas nécessairement obligé que ça soit toujours comme ça, mais il y a cette possibilité-là que ça puisse être comme ça aussi. Fait que moi, c'est beaucoup ça qui m'anime comme créatrice, de me dire, c'est ça, comment essayer de réfléchir les choses autrement de ce qu'on est habitué. Puis, il y a quand même des dangers, tu sais, comme
Ben, je le répète parce que c'est une réalité. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de créateurs de la relève ou un peu moins établis aussi. C'est comme juste des. Je ne connais pas tout le monde qui sont présents sur le panel, mais c'est sûr qu'il faut quand même s'atteler à une bonne charge administrative pour aller chercher le financement pour penser ces projets-là puis les mettre en œuvre parce que c'est des projets extrêmement coûteux de par l'apport numérique et des barèmes qui sont très différents. En théâtre, on dirait que des fois, on est tellement habitué de travailler avec peu de moyens, dans des urgences un peu débiles. Nous, ça ne nous dérange pas, là, puis c'est peut-être un peu triste des fois, mais de passer des heures de fou à réfléchir, puis à être tellement investi parce qu'on crée qu'il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de... Alors que nous, on a été quand même confrontés à, ben là, moi, tu me collais pour 4 heures, là, fait que je vais coder pendant 4 heures, puis je vais m'en aller, puis on est comme, non, c'est pas réglé, il y a ces chocs-là, quand même, qu'il faut prendre en considération. Fait que, il y a comme l'argent, je pense qu'il faut le nommer. Des fois, justement, comme Jérémy le disait si bien, puis Laurence aussi, être capable de vraiment faire rencontrer, dialoguer deux univers qui n'ont pas les mêmes codes et les mêmes façons de travailler. Puis aussi de faire attention à ce que je pense l'humain puis l'expérience émotive prédomine sur peut-être l'apport du numérique. Je dirais ça, mais comme ça, c'est très personnel, là, mais ce serait ça un peu mon feeling par rapport à ça. Merci, très bien. Moi, si je peux me permettre de rajouter quelque chose par rapport à ça, je pense qu'on a des problématiques similaires dans l'art numérique et le mapping, à savoir le financement, mais c'est pas toujours si coûteux que ça. Et je pense qu'à Map Montréal, on a trouvé justement les moyens, avec les avancées un peu techniques, de rendre ça très accessible. Puis les locations de projecteurs, aujourd'hui, c'est plus que c'était avant. Puis la taille du mobilier, la taille des outils, puis la facilité avec laquelle on peut les prendre en main, à savoir, on n'a pas besoin d'un technicien pour tout faire non plus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en interne. Je pense que ça aide justement dans ce maillage-là. Puis pour les subventions, je pense qu'à Montréal, on est quand même bien servi en termes de support pour, en tout cas, le numérique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être facilement couvert par des subventions publiques. Et puis, pour les demandes, c'est sûr que ça prend de l'administratif, mais pour donner du courage à tout le monde, nous, on est une toute petite équipe, on est 3, puis on arrive quand même à avoir des bonnes subventions pour nous aider. Alors, si jamais on peut aider à certains points, bah, ça va nous faire plaisir justement pour faciliter les maillages. C'est ça qu'on fait en fait. Avec Dans sa ville, avec Mistaya, pas des choses que ces personnes-là ont l'habitude de faire, mais nous, on commence à connaître les programmes, on commence à connaître les personnes qui les gèrent. Alors, c'est aussi accompagner main dans la main les différents acteurs avec lesquels on veut travailler, et ça passe par ça aussi, hein, forcément. Bien, merci. Merci, William. Mais d'ailleurs, j'ai juste une petite question technique. Vous, l'application que vous utilisez là, pour les dessins des enfants, ce n'est pas une application qui a été créée pour vous, c'est une application qui existe. Hein? Oui, c'est une application qui est gratuite, qui est ouverte à tous. Je crois que c'est fait en Autriche, il me semble, donc en Europe. Puis, on a commencé avec ça. Les artistes avec lesquels on collaborait ont découvert, puis on fait vraiment avancer l'application. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était petit, puis les artistes les prenaient en main de plus en plus. Puis se retrouver sur le site internet de l'application parce qu'ils avaient développé comme des nouvelles façons de créer, des façons de créer à plusieurs. Ça devenait collaboratif où 1, 2, 3, 4 personnes pouvaient créer sur un même canevas, sur une même surface ensemble. Donc, ça donnait des possibilités encore plus grandes. Puis, c'est des éléments que l'application a décidé d'intégrer dans son programme et a décidé de travailler pour le rendre encore plus inclusif. Donc, c'est une application en work in progress, mais qui fonctionne vraiment bien et qui est très pratique pour toutes les tranches d'âge et toutes les habiletés à utiliser les outils technologiques. Super, puis je viens de voir quelqu'un l'a écrit sur le chat, c'est très gentil, c'est en tout cas, c'est très inspirant tout ça. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, des gens autres que du panel. Je ne pense pas. Gênez-vous pas, s'il y en a. Je peux peut-être juste raconter une anecdote, en fait, Martin Boisclair, donc, dans
je vais dire dans une ancienne vie, mais dans une vie il n'y a pas si longtemps. En fait, il y a 20 ans, je jouais dans Bang Boy Bang du Youth Theater, qui est un projet qui intégrait beaucoup de numérique, en fait, puisque c'est un solo destiné aux adolescents, mais dans lequel le personnage principal que j'incarnais s'adressait à une multitude de personnages qu'on entendait ou qui apparaissaient sur deux écrans différents, soit un téléviseur ou un écran en format géant. Et cette technologie-là, qui était faite tout simplement d'un lecteur DVD qui projetait des images et d'un lecteur CD qui envoyait les cues sonores, ben, on est toujours à la merci de ça. Alors, quand ça plante, ben, le comédien se retrouve un peu mal pris, disons. Alors, ça m'est arrivé une fois, je me souviens d'être dans une agora d'une école secondaire et à jouer le spectacle, puis en plein milieu, rupture de courant, et là, tout s'arrête. Tu as 200 jeunes en délire dans la salle qui sont remplis de testostérone et d'hormones et qui sont juste excités par le fait que le spectacle vient de s'arrêter. Mais j'ai trouvé que c'était magique parce ils sont restés raccrochés quand même. Et lorsque la machine a reparti, puis il a fallu retrouver les différents cues, il fallait tous les passer un par un. Ça a été toute une aventure de retrouver ma place dans le spectacle, exactement où est-ce qu'on allait reprendre. Puis j'ai fait ça en symbiose avec la technique qui est là. Mais les spectateurs sont restés accrochés quand même parce qu'ils ont vraiment eu l'impression, je pense, de vivre un moment. Ils ont vécu quelque chose d'unique à ce moment-là. Ils sont raccrochés à la technique autant que moi là-dedans. Bernadette, est-ce que tu avais levé la main? Non, t'entends pas. Okay. Oui, bonjour, merci. C'est super chouette de vous entendre tous les trois dans des expériences différentes. Et en fait, j'ai récemment créé un spectacle avec aussi un gros dispositif numérique, une projection d'un film d'animation sur un tulle avec les acteurs derrière. Et du coup, ça a nécessité effectivement en amont un énorme travail de réflexion, de test des tulles, quelle couleur de tulle, quel maillage de tulle. Et puis, comment placer le vidéoprojecteur pour que le film d'animation, en fait, ne pollue pas ni au sol. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça a été juste pour... le truc qu'on a trouvé, c'est de mettre, en fait, un grand miroir au sol qui est incliné. Et, en fait, le vidéoprojecteur, il est accroché sur une perche. Et, en fait, du coup, tout le film d'animation, il est projeté enfin, du coup, voilà. Mais tout ça, ça a été vraiment effectivement énormément de travail de recherche, de temps dans un garage à faire des tests, voilà, avec un tout petit bout de miroir pour voir si ça marchait ou pas. Bref, en fait, c'était pas ça ma question. C'est que du coup, c'est beaucoup de temps avant, c'est beaucoup d'argent et Laurence... j'étais en empathie complète quand tu parlais de tout ça et Jérémy quand tu disais courage, j'avais l'impression de revivre les grands moments de solitude de l'année dernière quand je me disais mais pourquoi j'ai voulu faire ce projet avec du numérique, c'est n'importe quoi. Après j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir une équipe juste merveilleuse et l'animateur en fait qui a fait le film d'animation, il fait du mapping aussi et ce que tu disais, William, en fait, sur aussi l'expérience, quelqu'un d'hyper généreux qui a vraiment mis au service aussi tout son savoir technique. Et vraiment, ça a été une chance de l'avoir parce qu'il était à la fois sur l'artistique et le... Voilà. Mais du coup, ma question, c'est beaucoup d'argent avant, beaucoup de temps avant. Et comment vous faites pour diffuser vos créations? Parce qu'en fait, c'est aussi des créations qui coûtent cher. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment vous faites, mais nous, on a dû investir dans du matériel parce qu'en fait, les lieux où on joue dans les théâtres, ils n'ont pas toujours de vidéoprojecteurs. Ils n'ont pas le tulle, donc on a acheté le tulle. Ils n'ont pas tel et tel et tel. Enfin, voilà. Donc, en fait, on a investi, ce qui est super. Du coup, c'est ça en moins pour les lieux à louer, etc. Donc, au final, la facture est quand même moins chère. Mais du coup, ça a été aussi un coût pour nous. Mais du coup, on est autonome. Mais après, il faut quand même rentabiliser en diffusant le spectacle. Et en fait, malgré tout, ça reste un spectacle qui est lourd parce qu'il y a une régisseuse qui est dédiée à ça.
En fait, on est obligé. Donc, en fait, on a une équipe entre 4 acteurs, 3 techniciens, plus moi ou une assistante qui est toujours là pour gérer et être présent parce qu'il faut quand même une direction artistique pendant la tournée. Ça fait un spectacle jeune public qui est cher, voilà, ça se défend auprès des théâtres qui sont intéressés par le projet. Parce que clairement, le dispositif vidéo qu'on a, il apporte vraiment quelque chose. C'est pas juste un petit luxe comme ça qu'on s'est payé pour se faire plaisir. Mais du coup, moi, ma question, c'est comment vous faites pour diffuser, pour que ça tourne et que ce soit pas juste en fait des spectacles qui sont achetés par des théâtres privilégiés qui ont les moyens de se l'acheter. C'est sûr que ça coûte. Nous, au Clou, on fait beaucoup de spectacles avec, surtout de la vidéo, là, mais donc, il faut être autonome au niveau. Effectivement, je pense que la seule solution, c'est que ce soit nous qui amenons le matériel, parce que sinon, on ne s'en sort pas là, le plus possible. Mais effectivement, c'est des coûts de plateau qui sont quand même plus lourds, ne serait-ce en temps de montage, hein, parce qu'à partir du moment, c'est sûr que ça coupe un peu certains, en tout cas en Europe surtout, là, ça nous coupe certaines salles, ça c'est certain. J'ai pas de solution, bref, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas une solution non plus. C'est aussi une réalité que nous sommes confrontés avec à YouTheatre, que comme par exemple Crossing the Ocean, le spectacle, c'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Il y a juste comme les spectateurs sur la scène, il y a une scrim, une prop, un acteur, mais un projecteur vidéo 15K lumen. Alors, on n'a pas les moyens d'acheter un projecteur de 15K lumen, c'est quand même énormément dispendieux. Alors, on doit le louer. Alors, oui, le coût du spectacle ça augmente. Oui, c'est peut-être moins rentable que des autres spectacles avec pas un projecteur 15K lumen. Alors, oui, c'est juste une réalité qu'on vit avec et on est dédié à créer des choses qu'on trouve inspirantes, intéressantes et en faire notre mieux de les rayonner, mais ouais. Et aussi, comme tu as dit, Benoît, il y a aussi, comme oui, et aussi Bernadette, tu as dit aussi, comme la question du plus de temps du montage, cependant, c'est quoi les trucs que tu t'amènes, comme des caméras, etc. Si les techniciens, comme est-ce que tu as besoin de plus de spécialistes avec toi sur la tournée pour faire le debugging et tout ça s'il y a des problèmes? Alors oui, c'est juste malheureusement une réalité qu'on doit vivre avec. Mais j'espère que comme dans le futur, les outils deviennent moins et moins chers et plus en plus user-friendly. Alors, éventuellement, je pense que les coûts vont diminuer, mais là, nous sommes là. Ouais. C'est le même problème un peu avec le désir d'expérience vraiment éclatée. Tu sais, je pense au projet de Laurence, ça prend quand même un espace particulier. Tu sais, on n'est pas dans un théâtre normal, il faut le réaménager. Ou même, Jérémy, moi je l'ai vu, mais quand je l'ai vu, voyons comment ça s'appelle, en tout cas, Crossing the Ocean. Oui, c'est ça. Quand je l'ai vu, ça prenait, je ne sais pas si vous projetez toujours sur un rideau aussi grand, mais tu sais, ça prend vous êtes dans des lieux là, on joue sur l'aire de jeu qui doit être très, très particulier. Ça limite ça aussi. Moi, j'ai l'impression que la problématique, quand on pense à un spectacle et qu'on veut avoir des éléments qui sortent de la norme ou qui coûtent plus cher, il faut essayer de garder certains autres, les autres paramètres de tournée, essayer d'en avoir quelques-uns qui sont le plus standard possible. Dans le sens que si on veut éclater le lieu, mais il faut que ça coûte moins cher. En tout cas, j'ai l'impression qu'il faut garder, on ne met pas 20 personnes au plateau. Ou sinon, on décide qu'on le fait, puis on le fait dans des événementiels. Parce que c'est le fun aussi que ça existe, ces expériences-là. Sinon, on est toujours dans le même format. Si je peux,
j'espère que dans le futur, avec des échanges comme ça, plus de projets interdisciplinaires, j'espère que éventuellement les espaces qui existent pour les tournées vont changer et j'espère qu'il va exister plus des espaces comme ouverts avec de l'équipement. Comme par exemple, il y a beaucoup d'espaces industriels qui peuvent accueillir un projet comme le sexe de pigeon, par exemple, ou un projet immersif réalité virtuelle ou whatever, mais c'est pas vraiment dans le pipeline de tournée de théâtre, ni dans le network, ni dans les conférences pour les ventes. Tout ça, c'est vraiment de théâtre. Alors, j'espère que dans le futur, il y a plus des espaces interdisciplinaires qui peuvent accueillir des projets interdisciplinaires plus hors de normes, mais pas nécessairement sur une scène. Laurence, la faille. Oui, encore une fois, je rebondis sur Jérémy, mais je reviens à la question du temps. Mais ça aussi, le temps d'échanger avec des partenaires de diffusion sur des projets atypiques là, qui sont soit lourds, soit coûteux, soit qui nécessitent un autre type d'espace que leur espace habituel. Ça aussi, ça prend du temps. Si on fait face, faut sortir mais comme tu dis, Benoît, là, dès qu'on sort de la norme pour une raison ou une autre, ben, ça prend du temps, ça prend de la relation, ça prend de la discussion, ça prend de la conviction. Fait que là aussi, c'est beaucoup de temps. Puis je me posais la question, comment on peut faire, tu sais, par rapport à la question de Bernadette. Puis je me suis demandé si les diffuseurs bénéficiaient eux aussi de ces fameuses enveloppes numériques là, qui nous pleuvent quasiment dessus là, dans les différents Conseil des arts. Tu sais, il y a beaucoup de sommes qui sont allouées aux créateurs, aux compagnies de production, etc. Mais est-ce que les diffuseurs ont des aides pour accueillir des projets numériques, compte tenu que c'est souvent plus lourd, tu sais, en dehors du fait de faire de l'acquisition d'équipements, là, mais vraiment un soutien pour l'accueil à la diffusion de projets numériques? Je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas. Moi, je vais rebondir sur toi, Laurence, parce que ça me fait penser, nous, au début, le sexe des pigeons, là, on l'avait vraiment réfléchi dans un lieu non théâtral. On voulait le faire peut-être dans un musée. Tu sais, comme très naïvement, Gabriel et moi, on s'est rendus au MAC, tu sais, pour leur pitcher notre projet puis dire, ça serait incroyable comme alliance, tu sais, comme notre projet, il est quasiment réfléchi pour ça, tu sais, une salle d'expo, un acteur, puis on était comme, on pourrait s'allier avec un artiste visuel émergent qui pourrait conceptualiser la scène. Tu sais, on était vraiment comme on voyait large. Après, on a frappé quelques portes, ce qui est tout à fait normal. Mais ça a été quand même réfléchi comme ça. Puis c'est comme si le temps et l'argent ont fait en sorte que finalement, ben, on a voulu le faire dans une église avec très, très peu de capacité technique. Il n'y avait pas de branchement, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de support pour accueillir notre projet, mais on a réfléchi à ça. On a vraiment réfléchi large pour finalement se rendre compte que on va le faire dans Fred Barry, qui est comme probablement l'endroit qu'on n'avait même pas imaginé. C'est tout petit, tout ça. Puis ça me fait penser, Laurence, c'est comme nous, notre budget de production, il est surdimensionné pour un projet à Fred Barry. Ça n'a pas rapport. C'est un grand plateau plus. On est allé chercher des subs pendant 4 ans pour subventionner ce projet-là. Puis si on n'avait pas les subs, on ne le faisait pas parce que c'est trop gros. Après, on a été comme chanceux, mais on a travaillé fort, là, c'est plus que de la chance. Là. On a travaillé fort pour aller chercher cet argent-là. Puis, il y a comme une réalité aussi avec le diffuseur, puis c'est aucunement méchant, au contraire, là, ça se passe très bien, mais il y a comme un décalage quand même avec le fait de nous accueillir, mais de ne pas nécessairement ajuster soit les cachets ou, sont très conciliants dans les conditions, puis nous ouvrir les espaces sont super, mais je trouve que ça me fait penser à, je fais du pouce sur ce que tu dis, Laurence, il y a comme un petit décalage, mais j'ai l'impression que plus il va y avoir des propositions dans ce genre, plus il n'y aura pas le choix à un moment donné d'aligner ou de... Il va y avoir un entre-deux, en tout cas,
J'ai l'impression, là, c'est comme un feeling que le diffuseur n'aura pas le choix à mener de s'ajuster à ce genre de proposition-là. Puis, tu sais, aussi, nous, on crée quand même des précédents avec nos projets un peu expérientiels et uniques. J'avais déjà rencontré un gars qui faisait un doctorat justement sur tout le développement des publics et l'impact des publics. Puis, il m'avait quand même un peu questionné puis confronté. Il m'avait dit, mais tu sais, toi, Laurence, avec ton projet, tu crées un précédent. Est-ce que dans ton désir de vouloir ramener les ados au théâtre, mettons, là, est-ce qu'à la place, au contraire, tu dis à l'ado, hey, ben, ça, mettons, tu as vraiment aimé ça parce que c'était comme du théâtre, mettons, expérientiel. Fait que l'ado n'ira plus jamais voir du théâtre traditionnel parce qu'il va s'attendre. Puis ça m'a confronté parce que c'était pas ça mon but, là. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant, tout cet ajustement-là qu'on vit à travers ces expériences-là qu'on propose. Mais voilà. Oui, puis moi, je pense pas. Je pense que c'est ça qui est bien. L'ado va voir que le théâtre peut prendre différents aspects, différentes expériences. Parce que souvent, ils ont l'impression que c'est un truc puis qui est très, très stéréotypé d'ailleurs, l'image qu'ils ont, même sans en avoir vu, en tout cas, de mon expérience. Mais bon, le temps file, alors... J'aurais juste voulu, Benoît, peut-être intervenir rapidement sur le commentaire de Laurence, que je trouve assez intéressant quand même quand elle dit que ça a pris 4 ans à financer ce projet-là, ce qui est quand même une chance, mais en même temps tout un défi, puis qui est assez vertigineux quand même, je trouve, là, parce qu'à chaque étape où on redemande des sous pour continuer le projet, on ne sait pas si on va les avoir, ces sous-là, donc on ne sait jamais qu'est-ce qui va advenir de notre projet puis s'il va pouvoir se faire. Donc, ça demande quand même, quand on parlait de courage tantôt, moi, je trouve que courage plus, là, puis de la persévérance parce qu'à chaque étape, c'est vertigineux. C'est difficile aussi pour des équipes qui sont impliquées, je trouve, dans un projet parce qu'à chaque étape, on ne sait pas encore si dans le fond, le temps investi va pouvoir aboutir et rencontrer son public, là, parce que comme on sait, au coût que ça a, on ne peut pas nécessairement se dire, ben tant pis, on va continuer à faire le projet même si on n'a pas les sous. Là. Donc, puis je trouve ça assez impressionnant aussi parce que je ne sais pas comment ça s'est passé, mais souvent, c'est difficile des fois de financer des projets qui sont déjà commencés. Il y a des fois, il faut que le projet soit nouveau. Donc, comment on fait pour monter, en tout cas, ces enveloppes-là, puis comment les bailleurs de fonds ont décidé d'embarquer dans des projets qui s'échelonnaient dans le temps puis de réinvestir pour continuer à pousser ces projets-là. Ce n'est pas nécessairement toujours facile à trouver ou en tout cas, ce n'est pas simple. Donc, chapeau en tout cas, Laurence, et à ton équipe d'avoir poursuivi. Mais en tout cas, je souligne quand même la force et la résilience que ça demande aux artistes pour pousser ces projets-là qui sont de longue haleine. Tout à fait. Bravo. D'ailleurs, on a très hâte de le découvrir au printemps. Laurence. Alors, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça fait naître des désirs de création, d'éclatement, de maillage. En tout cas, je pense que ça va en faire naître. Alors, je vous remercie beaucoup et voilà, merci beaucoup pour votre présence. Merci à toi, Benoît. Merci beaucoup, Laurence, Jérémy, William, et puis les incomplètes aussi, Audrey et Laurence Pélafaille. Je vous invite demain, si ce n'est pas fait, vous pouvez vous inscrire encore pour 8h30, notre dernière journée d'activité qui va se terminer, la semaine va se terminer en fait avec une conférence de Mathieu Gagnon sur les enjeux éthiques de l'adresse à l'enfance par le web. Une conférence qui se voudra assez dynamique, d'après ce que j'ai compris auprès de Mathieu, qui me disait qu'il voulait échanger beaucoup avec les gens. Alors, inscrivez-vous, ça va nous faire plaisir de vous voir. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci tout le monde. Merci.